Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agents. Et aujourd'hui, on va pas parler NBA, on va parler sport et omnisport, sport français. On va vous faire l'autre top 5 du panthéon du sport français. Alors attention, il va y avoir du blasphème. Le premier à blasphémer, c'est le roi même du blasphème, c'est Tom. Salut Tom, comment ça va ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bah écoutez, oui, le roi du blasphème, et je suis surtout en dépression. Les JO sont terminés, je ne sais pas quoi faire de mon lundi, je suis dégoûté. J'ai allumé France 2, je pensais voir du tir à l'arc. Bah non, il y avait, je ne sais pas. Chacun son tour. Voilà, exactement, je suis dégoûté. Non, mais je suis ravi de vous rejoindre pour parler des plus grands sportifs français, parce que on a débattu un peu en off pour dire que LeBron James était le plus grand joueur de l'histoire, mais ça, on en reviendra plus tard. Et puis, je suis content de vous retrouver, les copains. Ouais. Allez, on enchaîne. Vous l'avez entendu, c'est Elliot. Salut Elliot. Est-ce que toi, tu es un peu plus raisonnable ? Bien sûr, je suis plus raisonnable. On va pas partir dans les débats, machin, basket, NBA. Ici, on est là pour parler du sport français, omnisport. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver en cette fin de JO, avant la dépression, entre guillemets. Ah, mais t'inquiète pas, il y a la NFL qui reprend bientôt. Là, il y a les previews. Il y a le Tour de France Femmes aussi. Ouais, et le Tour du Limousin aussi. Oh bah, allez. Voilà. Et j'ai la voix de la raison, j'ai nommé Chris. Salut Chris, comment ça va ? Salut à tous, salut les gars, ravi de vous retrouver. C'est clair qu'on est dans cette JO-nostalgie là, dès le premier jour, c'est compliqué. Mais du coup, on est là pour essayer de vous redonner du baume au cœur en parlant des sportifs français omnisports. Et je sens qu'on va être dans un débat houleux, animé et extrêmement intéressant et évidemment extrêmement subjectif. Ouais, subjectivité, c'est vraiment le maître mot de l'été. Hein. On a déjà entendu un avis subjectif. Mais avant de parler de tout ça, les gars, vu que vous êtes présents tous les trois, le podcast WNBA, ça reprend quand ? Chris, je te laisse la main. Écoutez, la WNBA déjà reprend dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc l'avantage, c'est qu'après les JO, on n'a pas eu de grosses coupures, on va pouvoir ranquiller tout de suite. Donc si je ne dis pas de bêtises, faut qu'on voit entre nous si on vous sort un podcast mercredi ou mercredi prochain, mais sûrement mercredi prochain, histoire quand même de digérer un peu cette fin de jeu et de reprendre la saison régulière tranquillement. Par contre, ça va s'accélérer franchement sur la fin de saison. Ouais. On est à plus de la moitié de saison, donc on va rentrer entre guillemets dans le vif du sujet. Et puis, je pense qu'il y a certaines Américaines titrées olympiques qui vont avoir à cœur aussi de se remettre bien en forme pour le début de la saison, enfin pour la suite de la saison WNBA. Donc soyez prêts, on reprend antenne dès mercredi prochain. Et moi, je ferai une petite pause avant de vous rejoindre pour attaquer la fin de saison en pleine et avec les batteries rechargées. Exactement. Okay. On s'occupera de vous avec Chris. La team escroc sera de retour. Ok, et puis on n'oublie pas d'aller checker les previews de NFL. Alors elles ont été écrites, maintenant en ce moment c'est les audios, donc n'hésitez pas à aller sur Tailgate, également toujours les podcasts de l'ELF avec les Paris Musketeers qui enchaînent les victoires. Allez, pour nous suivre, c'est assez simple, on a l'habitude sur les réseaux sociaux, X, Instagram, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? TikTok, on n'hésite pas, le Discord communautaire, et puis après, toutes les applis d'écoute habituelles, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. N'hésitez pas à nous lâcher des 5 étoiles et tout ça. Allez, on va rentrer tout de suite dans le panthéon du sport français. On va commencer tout de suite sur vos wildcards. Allez, Tom, le roi du blasphème, c'est qui t'a mis en numéro en dehors de ton classement ? Alors franchement, très honnêtement, c'est ce qu'on se disait en off, j'ai tellement de wildcards et j'ai tellement galéré à classer un top 5 français. Donc bien évidemment, pour ne pas respecter les règles, je vais vous sortir 2 wildcards. Et puis, allez, comme d'hab, allez, voilà. Ça commence. Et voilà. Vous voyez le branleur. Parce que j'en ai rien à faire de vos règles de toute façon. Oui, on sait, tu mets libre dans un, donc voilà. Exactement. Donc, et ce qui est rigolo, c'est que mes 2 wildcards, il y en a une très très récente parce que je pense que je le laisse en wildcard à ce moment-là, mais je pense qu'on pourra en reparler dans 10-15 ans quand sa carrière sera terminée. Allez, Léon Marchand. C'est monsieur Léon Marchand. Écoutez, tout simplement parce qu'on est encore dans l'euphorie de ces jeux et que le mec à 22 ans, en fait, il a déjà terminé le jeu.
Donc voilà. Combien de médailles d'or olympiques, combien de titres mondiaux, combien de championnats d'Europe. Il a même des titres de tournois universitaires américains en NCAA. Enfin, il a déjà tout gagné à 22 ans. Et puis l'autre qui ne rentre pas dans mon top 5, mais vu qu'on est quand même dans un podcast orienté basket initialement, je vais quand même le citer. Monsieur Tony Parker, qui ne rentre pas dans mon top 5 dans le panthéon français, mais je le cite quand même parce que Tony est quand même l'élément déclencheur, je pense, d'un mouvement de basket en France. Et c'est quand même une carrière phénoménale avec des titres de MVP des finales, plusieurs bagues, des titres au niveau surtout international avec l'équipe de France, des médailles olympiques et des médailles surtout un championnat d'Europe. Et il n'a pas eu de médaille olympique, Tony Parker. Non, pardon, j'allais dire en plus le titre de championnat d'Europe contre l'Espagne. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas de titre olympique. Sûrement, je pensais à Wembanyama qui lui aussi rentrera dans mon panthéon dans quelques années. Mais voilà, je cite ces deux-là que je n'ai pas pu classer plus haut pour le moment. Ok, ça marche. Chris ? Bah, ça tombe bien. Moi, en wildcard, j'ai mis Léon Marchand également. Parce que je voulais aussi mettre à l'honneur ces Jeux 2024. Parce que dans le top 5, il n'y a pas d'athlètes des Jeux Olympiques, en tout cas d'athlètes qui ont participé. Mais ouais, Léon Marchand. On est dans la wildcard ou on est dans le top 5, Yannick là? On est dans la wildcard. La wildcard. Ouais, wildcard. Donc, non, Léon Marchand. Donc, pour répondre au nombre de médailles, Tom, c'est 5 médailles pour Léon Marchand sur cette Olympiade, 4 en or. Donc, en gros, dès qu'il a fait une épreuve individuelle dans le bassin, il l'a gagné. L'autre médaille, c'est avec le relais. Non, voilà, c'est le nom de ces Jeux. C'est une légende qui est née. Elle est née sous nos yeux. Et elle est née sur la plus grande plateforme sportive qui soit, en fait. Donc, alors maintenant, à lui de confirmer dans les championnats du monde, dans les championnats d'Europe, dans les prochains Jeux Olympiques, mais en tout cas, la performance qu'il a réalisée là est tout simplement incroyable. C'est l'athlète qui a remporté le plus de médailles sur cette Olympiade, tous sports confondus, toutes nations confondues. Donc voilà, et comme on est dans cette euphorie et à la fois cette nostalgie des Jeux, ça reste une wildcard. Est-ce qu'il ira plus loin après, on verra. Mais en tout cas, pour moi, Léon Marchand, il mérite d'être nommé parce que pour tout ce qu'il nous a offert comme émotion durant cette quinzaine. Attendez-vous à ce que Elliott le mette top 3, je vous le dis tout de suite. Oh là là. Allez, Elliott, justement. Moi, il est pas top 3, voilà, je le dis. Il est peut-être pas top 5, il est peut-être pas du tout là. Moi, ma mention, c'est Marie-Jo Pérec parce que forcément... Mais tuez-moi tout de suite. Non mais, je t'explique. Le problème, c'est que j'ai mis un top 5 subjectif, forcément, et moi, je l'ai pas du tout vu courir. Et voilà, ça, je sais qu'elle sera bien sûr évidemment dans vos top 1, 2, voilà. Mais moi, honnêtement, je pouvais pas la mettre parce que je l'ai pas vraiment connue. Et donc, je vous laisserai bien sûr en parler, évoquer tout, machin, Atlanta, je sais pas, etc. Voilà. Vive la jeunesse, t'as raison. Mais alors, pourquoi tu l'as mis en wildcard si t'as rien suivi? Tu vois, pardon, je coupe un peu, Yannick, mais ouais, vas-y. Tu fais juste par rapport au nom de la personne, en fait. Non, parce que je sais qu'elle est iconique et je sais son palmarès, etc. Et ça serait de mauvaise, pas de mauvaise foi, mais entre guillemets de pas la mentionner. Mais voilà, c'est une mention. Non, c'est pas du tout une critique, mais c'est une question que je me pose parce que c'est vrai que moi, en tout cas, les mecs que j'ai mis, les mecs et les femmes que j'ai mis, je les ai tous suivis, vus et ils m'ont tous apporté des émotions. Voilà, c'est pour ça que moi, je la mets en mention. Ok, non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais en fait, Chris, je pense que Elliott cite Marie-Jo Pérec comme nous, on citerait Jordan, tu vois. Enfin, on l'a pas forcément, en tout cas nous en termes de jeunes, on ne l'a pas forcément vu jouer et on sait que c'est pas le plus grand joueur de l'histoire. Du coup, on le cite juste pour faire plaisir aux anciens, quoi. Ouais, de là mettre Jordan en wildcard, c'est un autre débat. On l'aura peut-être avant la fin de l'été. Mais... oh là là. Avançons. Allez, moi je vais vous donner ma wildcard. Vous parliez de nostalgie des JO. Moi c'est Tony Estanguet. C'est 3 titres, une médaille en plus. Quand il a été porte-drapeau, des titres de champion du monde à tir-larigot, il a commencé super jeune et président du comité d'organisation de tout le monde a dit que c'était une réussite. Même les Anglais qui, dès qu'ils peuvent dégoupiller sur les Français, ils y vont. Donc, moi, je mets Tony Estanguet. J'ai hésité à le mettre plus haut, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de monde
que c'était pas possible de faire autrement. Et pour surfer, je l'avais mis dans mon top 6, mais je savais pas dans quel ordre. Et comme on a parlé de surfer sur la vague, je le garde en wildcard. Mais Tony, tu es proche de mon cœur, sache-le. Allez, on est parti sur le vote numéro 5. Allez, quitte à avoir une crise cardiaque. Allez, Elliot. Je pense que tu vas... Voilà. Mon top 5 dans mon panthéon, c'est Nicolas Batum. Parce que pour moi, c'est le plus grand palmarès là de cette époque, plus grand que Tony Parker, plus grand que Victor. Non, mais toi, tu parles en international, mais on parle du sportif en général. Il n'a pas de titre NBA, il n'a pas de titre individuel. Yannick, laisse Elliot faire son discours et après on interagit, tu vois. Pour moi, les médailles avec les équipes de France, ça compte beaucoup plus. Et donc médaille d'or en 2013 à l'Euro, 2 médailles d'argent aux Jeux Olympiques 2024-2021, une médaille de bronze à la Coupe du Monde 2019, une médaille de bronze à l'Euro 2015 et une médaille de bronze à la Coupe du Monde 2014. Donc honnêtement, on en avait parlé de notre top 5 moments basket, Tom, le compte de Batum. Et ça aussi, je le joue à l'affect, entre guillemets. C'est que ça m'a procuré tellement d'émotions que voilà. Moi, pour rebondir sur ton propos, alors j'aurais sûrement pas mis Nicolas Batum dans mon top 5 du Panthéon français, mais par contre, ce qui est évident, c'est que Nicolas Batum a, entre guillemets, réalisé l'une des actions les plus iconiques du sport français. Et tout sport confondu. C'est-à-dire que nous, on est fans de basket, mais très honnêtement, un sportif qui suit un petit peu le basket et qui va suivre toutes les compétitions, pour moi, le bloc de Batum à Tokyo fait partie d'un top 5, top 10, faudrait voir comment faire, mais des plus grandes actions de l'histoire du sport français. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Ok. Toi, Yannick, du coup, là, tu voulais cracher ton venin sur. Ah non, mais moi, si tu veux, là, on est sur le Mont Rochemort. Le Mont Rochefort, le Nelson Montfort. Voilà. Mont Rochemort, Dakota du Sud. Là, il n'est pas invité, le pauvre Nico. C'est un grand sportif, mais pour moi, il mérite effectivement, mais de là à le mettre aussi haut. Ça se tient. Hein. Je sais que c'était. Non, mais après, c'est du parti pris, effectivement. Ok. Chris ? Ouais, alors moi je vais faire vite parce que étonnamment, je pensais que personne n'en aurait parlé, mais moi j'ai mis Tony Estanguet en 5. Donc Yannick, je te rejoins un petit peu là-dessus avec les 3 titres olympiques en 2000, 2004, 2012. Il y a eu 2008 où ça avait été compliqué. Quand il avait été porte-drapeau à Pékin, il s'était un peu loupé, même un petit peu beaucoup sur son Olympiade, mais qu'importe. 3 fois champion du monde aussi. C'était des rivalités historiques avec un Slovaque qui s'appelle Michel Martican ou Martican. Martican, ouais. Martican et Estanguet sur cette période entre 96 et 2012, ils remportent à chaque fois les titres olympiques en fait. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Donc c'est une rivalité vraiment incroyable dans cette épreuve du canoë monoplace slalom. Moi, c'est une épreuve que j'ai toujours adoré suivre. Là, cette année, en plus, à Paris 2024, on a eu le canoë cross, la sorte de Mario Kart un peu sur l'eau. Là. Ouais. C'était totalement dingue. Mais même le canoë, on va dire, plus traditionnel, où tu dois passer les portes avec les pénalités quand tu les touches et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment une discipline qui est très jolie à voir à la télé ou même quand tu as la chance de pouvoir la suivre sur place. Voilà, moi, Tony Estanguet, c'est un mec que j'ai adoré suivre. Athènes et Londres, donc c'était sur des horaires corrects, mais je me rappelle à Sydney, quand il fallait à des horaires totalement horribles pour nous, Français, tu te levais pour aller suivre ces performances-là. C'était un jeune Tony Estanguet. C'est quand même un gars, on a oublié, mais je crois qu'il vient d'une famille de séistes. Ils étaient tous dans le canoë, dans le kayak. Il a un frère qui a fini en bronze en 96 sur la même épreuve. Son père est 3 fois vice-champion de France, donc c'est vraiment une famille qui baigne là-dedans. Et voilà, c'est un mec qui a toujours été droit, il a toujours bien porté les valeurs de l'olympisme, le drapeau français. Là, ensuite, après, il a été, c'est lui qui est aux manettes pour Paris 2024, mais ça rentre même pas pour moi dans la considération, même s'il a évidemment parfaitement réussi sa tâche et peut-être encore plus que ce qu'on pouvait attendre. Mais moi, c'est vraiment le sportif que je salue. C'est un gars que j'ai adoré suivre dans une compétition, en tout cas un sport que j'adore regarder. Et voilà, Tony Estanguet. Avec Teddy Riner, c'est le seul athlète à avoir eu 3 titres olympiques sur 3 Olympiades différentes. Donc ça se cite également. Ouais.
Donc voilà, notre Palois Tony Estanguet, pour moi, 5e. Ouais, Palois, c'est son seul défaut. Ok, moi j'ai mis en 5, j'ai mis Julien Absalon. C'est un gars qui faisait du VTT, du cross-country, et il dominait tout. Mais quand je dis qu'il dominait tout, c'est qu'il dominait tout. Et il a fallu que les JO prennent le VTT pour qu'il gagne ses premiers titres. Il a gagné 2 titres de mémoire. Et lui, il surdominait tout. Mais vraiment, quand je dis qu'il surdominait tout, Coupe du Monde, il gagnait pas du tout. Donc, je crois qu'il y a une saison, il a dû laisser un truc de Coupe du Monde. Donc le gars, il était super fort, il était énorme. Et si le VTT est rentré au JO, lui, du coup, il a été mis en lumière. Et c'était un gars qui était... c'est les gars qui ont tout gagné, qui dominaient sur dominaient, donc au tout début du VTT. Et en ce sens, avant de donner mon 5e, j'aimerais aussi, parce que malheureusement, moi, dans ce classement, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, les gars, mais j'ai plus d'hommes que de femmes. Mais j'aimerais aussi faire honneur à Madame Pauline Ferrand-Prévot. Quand tu parles de Julien Absalon, je pense qu'il faut aussi faire référence à Madame Pauline Ferrand-Prévôt, qui, en termes de VTT et même en termes de cyclisme mondial, est, je pense, considérée comme la plus grande championne de ce sport international. C'est-à-dire le plus grand palmarès. Toutes les compétitions dans lesquelles elle a participé, elle a gagné. Et il lui manquait la médaille d'or olympique, elle l'a pris cette année, donc bravo à elle. Moi, je vous donne juste mon numéro 5. Parce que je t'avais oublié, excuse-moi. Ouais, mais je sais que c'est volontaire. Même pas. Moi, ma 5e, pour le coup, c'est une femme, et je sais, Chris et Yannick, que vous l'aurez plus haut, mais je suis aussi entré un petit peu dans la considération d'Eliott, c'est-à-dire que je ne l'ai pas vu courir. Mais Madame Marie-Josée Pérec fait quand même partie de mon top 5 parce que historiquement, c'est la plus grande athlète française de l'histoire. 3 titres olympiques, si je dis pas de bêtises, un titre à Barcelone et 2 à Atlanta. Beaucoup de titres mondiaux, mais ça, je vais pas m'étaler sur son palmarès parce que je sais que vous allez. Mais je sais que vous allez en parler mieux que moi. Mais comme Eliott, tu vois, malheureusement, c'est des athlètes qu'on n'a pas pu voir. On les a pas vus pratiquer leur sport et on les a pas vus dominer comme on a vu certains sportifs dominer. Mais on est obligé de les citer par héritage parce qu'ils sont précurseurs de beaucoup de choses en France. Quand on entend tous les sportifs d'ailleurs français parler de qui sont les plus grands pour eux, Marie-Jo, elle ressort à chaque fois top 3 pour tous les athlètes. Mais bien évidemment, il y a le côté subjectif où on est plus jeune, on ne l'a pas forcément vu courir. Je la rentre quand même dans mon top 5, mais je ne la mets que 5e. Ok. Allez, on va sur le top 4 du coup. Chris, 4e. Ouais, compliqué. Honnêtement, moi j'ai mis. J'ai plusieurs femmes dans mon top 5. La première, c'est Laure Manodou. Ouais. Je mets numéro 4. Alors, je mets tout de suite le truc. C'est vrai que sa carrière olympique, on n'est pas sur un top 5 olympique, mais voilà, c'est la plus grande des scènes, comme je disais tout à l'heure. Elle est vraiment concentrée sur 2004 pour Laure Manodou. C'est là où elle explose. Elle a 17 ans, elle remporte 3 médailles, chaque métal, l'or sur 400 mètres nage libre, le 800 mètres en argent et le 100 mètres d'eau sur le bronze. Mais en fait, c'est vraiment l'impact qu'elle a eu à ce moment-là, moi, qui m'a marqué. Comme on l'a dit, on est sur de la subjectivité, des émotions, des souvenirs. Et moi, c'est des souvenirs incroyables de cette Olympiade à Athènes. C'est une nageuse qui est forte en fait sur quasiment tout. Quand j'ai regardé un petit peu son palmarès, donc elle a été championne, alors que ça soit nationaux, européens ou internationaux, sur du 50 mètres, sur du 100 mètres, du 200 mètres, du 400 mètres, du 800 mètres et du 1500 mètres. Donc toutes les disciplines, elle les gère. C'était la première française, donc quand elle remporte cette médaille d'or à Athènes en 2004, la première française depuis 1952 à ramener l'or pour la natation tricolore. C'était Jean Boiteux en 1952 qui avait fait cet exploit auparavant. Quand je regarde un petit peu le palmarès, c'est dingue en fait. Elle a 18 titres de championne d'Europe, elle en a 3 en argent, 7 en bronze, championnat du monde, elle a 3 titres mondiaux, championnat de France, elle a 85 médailles. Ouais, 62 titres, je viens de voir ça, c'est affolant. Ouais, c'est ça, j'ai regardé tout à l'heure, je connaissais un peu le palmarès Europe-Monde, mais je connaissais pas le palmarès France. 62 médailles d'or, c'est un truc de dingue. Elle a vraiment archi-dominé en fait la natation française sur cette époque-là.
cette jeunesse, cette fougue à 17 ans de remporter ces courses là, je me les suis refaites tout à l'heure sur YouTube. Vous pouvez retrouver ça si ça vous intéresse en tout cas. Et le visage vraiment toute jeune quand elle monte sur la boîte pour sa médaille, c'est totalement dingue. Après, c'est un petit peu plus compliqué. Des illusions en 2008, 2012 où elle fait vraiment un bref passage. Elle est éliminée dès les séries pour le 100 et le 200 mètres d'eau. Voilà, Laure Manodou, c'est un succès à la française. C'est un succès familial aussi après avec Florent Manodou derrière. C'est ce lien aussi. Ouais, vas-y. Et le grand frère qui l'a entraîné. Oui. Et c'est toutes les histoires aussi extra-sportives qui ont fait d'elle la petite fille. C'est ça. C'est un petit peu la fiancée de la France, en fait. Ouais, il y a l'histoire où elle décide de partir en Italie, suivre son amoureux. Les histoires avec Philippe Lucas aussi. On n'aime pas le personnage, mais ça fait partie aussi de l'histoire. Voilà, moi c'est vraiment et c'est vrai que maintenant j'aime beaucoup l'entendre commenter sur, je crois que c'est sur France Télé où elle commentait la natation. Alors elle est dans une autre, voilà, elle est sur un autre domaine d'activité, mais voilà, moi c'est une athlète, c'est une sportive que j'apprécie. Je mets de côté les quelques petites phrases ou les peut-être petites histoires qu'il y a pu avoir, mais voilà, une championne dingue sur une période certes très courte. Mais un palmarès long comme le bras. Donc pour moi, Laure Manodou et la natation. Pour moi, la natation, ça doit être placé dans ce top 5 parce que ça reste une des épreuves qu'on adore voir au JO et que moi, je regarde très régulièrement dès qu'il y a des championnats du monde, même si c'est un petit peu moins télévisé. Ok. Elliot, ton numéro 4. Alors, tu vas encore t'arracher les cheveux. J'en ai plus beaucoup, ça tombe bien. Mais ça a un petit rapport avec ton petit maillot, Tom. Si je vous dis Magic. Magic Johnson. Non, personne. Ouais. Surtout Irvine Magic Johnson. Et donc, Irvine Ngapet. Okay. Ouais. C'est capillotracté, mais. Non, voilà. Donc, nommé en l'honneur de Magic Johnson, évidemment, par son père. Et donc. Volleyeur, oui, bien sûr, je n'ai pas précisé les sports, pardon. Le leader d'une génération vraiment dorée pour le volley français, avec 2 titres olympiques, 2 consécutifs en 2021 et 2024, des Ligues des Nations, des Ligues mondiales, des championnats d'Europe en 2015, championnats d'Europe aussi junior en moins de 19, en moins de 21, des Ligues des champions en club, etc. C'est vraiment... Puis aussi, quand on parle vraiment de spectacle et de voir jouer un joueur phénoménal, il y a personne qui est capable de faire ce que Irvine Ngapet fait avec un ballon de volley. Et voilà, aussi, je voulais juste passer un petit SO à Genia Grebennikov, le libéro de cette équipe de France aussi, qui est bien sûr dans un rôle défensif et donc on n'en parle pas souvent. Mais Irvine et Genia, c'est un peu pour moi, c'est les alter ego, entre guillemets. Un qui est majestueux en attaque et l'autre qui est le meilleur libéro du monde. Coaché en 2021, tout ça, la grande, même si ils ont gagné cette année, mais par Laurent Tilly aussi, la famille Tilly, c'est une famille de volleyeurs de dingue. Et de basketteurs aussi. De sportifs plutôt, j'allais dire, tu as raison de préciser. Mais c'est vrai, Irvine Ngapet, moi j'ai des images là avec. Ça spécial là, comme ça. La spéciale avec la main, vous ne le voyez pas pour ceux qui nous écoutent, mais bon, vous trouverez ça rapidement sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'Irvine Ngapet, et en plus, il y a un côté, tu vois, il est. Il passe bien à la télé, il a le truc, il a le showman, il a ce truc-là, tu vois, dans un sport un petit peu plus confidentiel qu'est le volley. Et en fait, il est un peu la tête d'affiche de cette équipe-là, qui est une des plus belles équipes collectives tricolores. Et on en a des équipes collectives qui sont performantes. Mais non, c'est vrai qu'Irvine Ngapet, il mérite sa place, ça s'entend. Surtout que le volley, avant qu'il arrive en équipe de France, ils avaient fait quelques exploits, mais c'était pas non plus, tu vois, c'était un peu la fédération française de la loose, quoi. C'est-à-dire que c'était des one hit wonder, ils faisaient quelques trucs et puis, mais ça tenait pas. Et cette génération est arrivée et c'était le premier de la génération. Il est arrivé comme un ovni dans un milieu qui est quand même assez feutré. Il est arrivé et c'était quelque chose. Enfin. C'est les premiers titres de Ligue mondiale, le premier titre de champion d'Europe, le premier titre aux Jeux Olympiques pour les équipes de France de volley. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, ok, ça se tient. Tom, ton numéro 4 ?
Alors moi, je suis très content que vous citiez plein d'athlètes, mais il me semblait aussi important de citer un footballeur dans le top 5 des plus grands sportifs français. Et je vous le dis tout de suite, hein, il est à un coup de tête d'être dans mon top 3. Il est à un coup de boule d'être dans mon top 3. Je vais bien sûr parler de Monsieur Zinedine Zidane. Monsieur Zinedine Zidane, là on parlait d'Erwin Elgapet comme étant le premier à avoir rapporté un titre mondial à la France au volley. Et ben écoutez, Monsieur Zinedine Mondial Zidane est le premier, et quand même le footballeur qui a donné le premier titre mondial dans le sport le plus populaire au monde. Il faut le dire. Si vous voulez qu'on parle de palmarès, Zizou, c'est un ballon d'or en 98, c'est une Coupe du Monde en 98, c'est un championnat d'Europe en 2020, c'est je ne sais combien de titres. 2000. C'est 2000, ouais. J'ai dit quoi, 2020 ? Oui. Ouais. Autant pour moi. Championnat d'Europe en 2000, c'est je ne sais combien de titres avec ses clubs, c'est une Ligue des Champions avec le Real en 2002, avec une équipe de Galactique. Enfin bref, aujourd'hui encore, on est en 2024 et on se demande quel joueur français dépassera Zinedine Zidane en tant que plus grand footballeur français de l'histoire. Vous avez beau me parler de Platini, vous avez beau me parler de beaucoup de joueurs, il n'y a aucun souci, sauf que qui est le premier footballeur français à avoir soulevé et à avoir permis à l'équipe de France de gagner ce titre mondial? C'est Zinedine Zidane. Et il était à, encore une fois, un coup de boule près d'en avoir 2 pour lui. Alors ça, c'est la faute à Schumacher. Excuse-moi, mais s'il n'avait pas dégommé Battiston, et si, voilà. Non, mais là, tu nous parles d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, Yannick. À un moment donné, on reste aussi dans une génération télévisuelle et télévisuellement. Et tu vois, on parle de souvenirs. On parle de 182, je pense que c'est possible. Mais tu vois, il n'y a pas 98. C'est fort possible. Et sans beaucoup de choses, il n'y a pas d'autre chose. Mais moi, je te parle aussi d'un côté où le sportif, pour moi, au-delà de ses exploits sportifs, rassemble un peuple, rassemble une population. Et on parle, et Chris le met bien en avant, le côté Jeux Olympiques, c'est peut-être l'événement sportif et l'événement en fait planétaire qui rassemble autant les peuples. Moi, j'ai pas le souvenir en tant que Français, et je l'ai très peu vécu, je l'ai vécu au travers de ma famille, au travers de mes grands frères, au travers de documentaires. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu la population française aussi soudée en l'espace d'une soirée que lors de la finale de la Coupe du Monde 98. Et je pense que dans un panthéon du sport français, l'homme qui a réussi à souder une nation comme ça n'avait jamais été fait auparavant et comme je pense ça n'a jamais été refait, pour moi c'est Zizou. Donc j'étais obligé de le mettre dans ce classement et ça m'a crevé le cœur de ne pas le mettre plus haut, mais au-dessus de lui, il y a des palmarès qui sont encore plus dingues. Donc je cite quand même Zizou Christ, comme le dit Yaya dans le chat, parce que c'est son surnom et voilà Zizou quoi. Ouais, non, mais ça s'entend complètement. Dans une ère où en France, on n'était pas un peuple de foot jusqu'en 98. Hein. Donc vous n'avez pas connu. Hein. Elliot surtout ne sait pas. Il pense qu'on vivait en noir et blanc. C'était un truc où le sport et surtout le foot, c'était pour les beaufs. Donc, et c'est devenu maintenant il y a des footix partout, mais avant ça n'existait pas quoi. Et effectivement, il a fait rentrer le foot dans les foyers. Donc ça s'entend très bien. D'autres choses à rajouter sur Zizou Christ ? Non. Non. Bon, il mérite sa place. Il mérite sa place. C'est bien. Complètement, il a été cité. Allez, moi je vais vous donner mon 4. C'est un peu un pari, j'ai envie de dire, sans jeu de mots. Enfin, si, avec un gros jeu de mots, c'est Nikola Karabatic. Pourquoi Nikola Karabatic ? C'est le monsieur handball. Il arrivait à 20 ans, il a fait des JO à Athènes en 2004. Ils se font sortir en quart de finale. Et à côté, c'est des finales quasiment tout le temps. C'est tous les titres. C'est vraiment monsieur handball, une longévité. Vité. Voilà, qui oui, excusez-moi, c'est les il se fait tard, hein, il est 16h30 pour nous. Voilà. C'est bientôt l'heure de la tisane, papy. Hein. Exactement. Et donc, il est une proximité parce qu'on n'a pas beaucoup d'écart d'âge. Il a 5 ans de moins que moi. Donc j'ai pu voir à peu près toute sa carrière. Ressenti 15 de moins. Et donc, c'est quoi, Yannick, si tu as 5 ans, tu t'es identifié, tu as joué au hand avec lui, ça s'est joué à pas grand-chose pour une sélection entre lui et toi, c'est ça les croisés, tu connais. Ouais, tous les titres qu'il a obtenus, je les ai suivis en fait, c'est ça surtout.
Tu vois, c'est un peu comme ce que disait Elliot au début, tu vois, pour avoir connu. Moi, je l'ai connu au début de sa carrière et quand c'était le petit rookie, machin, mais qui a pris la place tout de suite, qui a été champion, qui a gagné une Ligue des Champions avec Montpellier, qui après a été en équipe de France. Après, c'était la génération des experts. Enfin, voilà, c'était et puis c'était le leader charismatique, et c'était le joueur mis en avant. Et c'est peut-être en plus d'être une icône française, c'est peut-être le plus grand joueur de tous les temps du handball. Donc voilà. Si je vous laisse la parole après, les gars, moi je rebondis sur ce que tu viens de dire, Yaya, parce qu'en fait, Nico, c'est aussi mon troisième. Il est top 3. Allez, Et pour compléter ton propos, en fait, c'est 61 titres dans sa carrière, monsieur Nikola Karabatic, 33 coupes nationales, 22 championnats nationaux et 6 compétitions internationales. Et tu vois, pour faire le parallèle un peu avec Erwin Ngapet, alors le handball français, historiquement, était quand même beaucoup plus fort que le volley français. Mais par contre, je pense que Nikola Karabatic, c'est un précurseur, surtout pour la jeunesse, de se dire ah vas-y, en fait, on a envie de se mettre au handball parce que ce mec est juste trop fort. La génération avec Léo Meyer qu'on aurait pu aussi citer, les Daniel Narcisse qu'on aurait pu aussi citer, mais c'est sûr que sur la longévité, Nikola Karabatic, c'est un mec en fait qui a traversé les décennies, qui a été considéré comme le meilleur joueur du monde je ne sais combien d'années consécutives et qui malheureusement termine un petit peu en autre boudin parce que je ne vais pas remettre la faute sur Dika parce que bon, c'est une erreur qui existe dans le sport et j'ai pas envie de m'acharner sur un jeune joueur qui va aussi gagner des titres. C'est plus une erreur collective parce que l'équipe de France n'a pas été au niveau. Mais je suis vraiment triste qu'on n'ait pas pu rendre l'hommage que méritait cet athlète-là lors de ces derniers JO, comme la Norvège l'a donné à Mikkel Hansen. J'aurais kiffé. Non, Danemark. Le Danemark, pardon, l'a donné à Mikkel Hansen. J'aurais vraiment kiffé que Nico reparte avec une médaille. Alors peut-être pas l'or, mais tu vois, ne serait-ce qu'une médaille qui puisse monter sur un podium pour la dernière fois de sa carrière. Ce n'est pas le cas, mais en tout cas, une légende, Nikola Karabatic. Ok. Allez, on enchaîne avec vos numéro 3. Elliot, je t'écoute pour ton numéro 3. Alors, j'espère que je vais être le premier à le citer et qu'il y en aura d'autres qui vont le citer après. Mon numéro 3 est Martin Fourcade. Oula. Il était dans ma très short list, mais il n'a pas passé le cut. Ok. Donc, Martin Fourcade, 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques et 2 en argent. C'est le plus grand. Donc, c'est l'athlète le plus titré aux Jeux Olympiques, été et hiver confondus. C'est des championnats du monde à gogo, des coupes du monde, des épreuves individuelles, des épreuves collectives. Donc personne là ensuite. Si, t'inquiète pas, on en reparlera. Ok. Ouais, donc voilà. Et puis c'est peut-être, il peut être considéré comme le GOAT de son sport. Donc forcément, c'est pas il peut, hein, c'est le GOAT de son sport. Hein. Il est forcément dans le top 5 pour moi. Et il mérite bien sa place de 3e. On en reparlera plus tard. Je vais laisser, je vais laisser surtout les plus anciens, les plus anciens, les aigris, parler un petit peu de leurs idoles. Vas-y, Chris. Cette arrogance de la jeunesse, je ne supporte plus. Hein. C'est quand même. Non, mais ça 3 poils au menton, voilà, pour pas dire autre chose. Allez, vas-y. Bon, alors moi, du coup, numéro 3, c'est une. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais plusieurs athlètes féminines dans mon top 5. Donc, j'avais Laure Manodou en 5. En 4, j'ai Christine Aron. Non, c'est en 3. Christine Aron, pardon. Christine Aron, la reine Christine pour moi. Alors le palmarès, c'est pas non plus totalement dingue hein, parce qu'elle a un championnat, elle a 4 fois 100 mètres le relais avec le bronze au JO d'Athènes en 2004. Excusez-moi, je me perds dans mes notes. Pour moi, c'est la meilleure sprinteuse en fait de cette équipe de France d'athlétisme dans ce début des années 2000. C'était moi une époque bénie. Dans l'athlétisme pour l'équipe de France, quand on voit que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. C'était plein de souvenirs. Il y a eu le championnat du monde d'athlétisme en 2003, c'était au Stade de France à l'époque. C'était des magnifiques souvenirs, moi je m'en souviens. Mais Elliot n'était pas né. J'en souviens très bien, t'inquiète. On fera un spin-off du top 5 sans Elliot si tu veux, mais non, mais voilà, en tout cas, moi c'était vraiment une époque dorée. Il y avait d'autres aussi. Muriel Urtis, Eunice Barber.
C'était des athlètes que moi, j'ai adoré suivre. Un palmarès européen, un palmarès mondial avec beaucoup de podiums pour Christine Aron. Record d'Europe. Ouais, c'est ça, sur le 100 mètres, tout à fait. Alors, je crois qu'il est toujours d'actualité à vérifier, mais il me semble, ouais. je crois aussi. Donc voilà, moi, c'est vraiment une athlète parce que là, c'est pas le palmarès qui a compté pour moi dans ce classement-là. C'est vraiment les souvenirs que j'ai, les images. C'est l'athlétisme. Alors, on le raille beaucoup, on le critique, mais l'époque de l'athlétisme commenté par Patrick Montel aussi sur France Télé. Oui. Alors peut-être. Alors peut-être. On aime, on n'aime pas le personnage. Mais voilà, moi, bref, c'était vraiment des moments incroyables que j'ai pu suivre à la télé. Et voilà, Christine Aron, quand on a décidé de faire ce classement-là, il y a 2 noms qui sont sortis. En tout cas, dans les premiers, on verra plus tard pour l'autre. Mais voilà, donc je voulais la placer là. Je savais qu'elle ne serait pas dans vos tops non plus. Donc, parce qu'il y a d'autres athlètes françaises sur l'athlétisme qui ont peut-être plus de palmarès. Marie-Jo en particulier, mais voilà, moi j'ai beaucoup plus de souvenirs avec Christine Aron, donc 3e de mon top. Ok, ça s'entend. Tom, ton numéro 3 ? Moi, mon numéro 3, je l'ai cité avec toi, c'est Nico. Là, on va passer sur les 2. Ouais, ok. Il y a Yannick en 3. Ouais, oui, j'ai mon numéro 3. Eh ben moi, c'est quelqu'un que je n'ai pas vu, mais je n'ai pas vu concourir. Mais si je vous dis JO 1968, Grenoble, Jean-Claude Killy, les 3 médailles d'or au JO. C'est le début de la France qui gagne et c'est un truc où ça arrivait vraiment pas souvent. Et Jean-Claude Killy, malgré tout, ça reste quelqu'un. Et derrière, c'était un petit peu le Tony Estanguet, puisqu'il a été au comité d'organisation des JO d'Albertville le 92. Donc, c'était quand même quelqu'un qui était, pour moi, un incontournable du sport français. Et c'est le premier à avoir fait ça. Alors, j'aurais pu citer les sœurs Goetschel, mais Jean-Claude Killy, c'est quand même 3 médailles d'or. Et c'était la première fois que ça avait été fait. Donc voilà. Est-ce que, juste petite question complètement à côté, est-ce que tu considères Jean-Claude Killy comme le plus grand skieur français ? Ouais. D'accord. Ouais, parce qu'il a fait. J'ai pensé à mettre Luc Alphand, tu vois, mais il est. Et Alexis Pinturo, pas du tout. Non, parce qu'il a pas fini sa carrière et qu'il va peut-être le dépasser. Mais pas encore en fait. Okay. Oublie pas, Yannick ne met personne dans les top 5 quand ils n'ont pas fini leur carrière. Ah oui. Rappelle-toi. Alors là, il va avoir un souci là. Il ne met personne dans le top 5 quand les gens sont plus jeunes que lui surtout. si, tu vois, mais Nicolas Karabatic, il est plus jeune que moi. Magnifique. Voilà. Et j'en ai d'autres qui sont en cours de carrière, mais j'en ai un autre qui est en cours de carrière. Bah oui, mais là, c'est GOAT. Allez, on continue. Top 2. Allez, Chris. Ok. Top 2. Je reprends mes petites notes. Judoka. David Douillet. Évidemment. Ben oui. Et là, vous voyez pas, vous ceux qui nous écoutez, mais les 2 jeunes là, ils sont en PLS. Estomaqué. Non, mais attends, je suis pas en PLS parce que tu cites David Douillet. Je suis en PLS parce que je connais, du coup, j'en déduis de ton numéro 1 et que tu ne cites même pas le plus grand judoka de l'histoire dans ton top 5. C'est ça qui me met en PLS. Bon, en attendant, je reste sur mon 2e, David Douillet. C'est 2 titres olympiques, l'or en 96 à Atlanta, l'or en 2000 à Sydney, 4 titres de champion du monde, porte-drapeau de l'équipe de France à Sydney en l'an 2000. Un des judokas les plus titrés et un des plus légendaires qui soit. En fait, le judo, c'est une terre nippone, c'est au Japon quand même. Et ce mec-là, européen, français, a réussi à aller titiller, à aller battre ces plus grands-là. Il a vraiment marqué le judo de son empreinte. Après, d'autres judokas, dont certains qui sont actuellement toujours en carrière professionnelle, l'ont peut-être dépassé en termes de palmarès. Je l'entends et on en parlera très certainement tout à l'heure. Mais moi, il y a le côté précurseur avec David Douillet que je souhaite mettre en avant. Et ça va, le palmarès est quand même assez incroyable. C'est un athlète que j'ai toujours apprécié aussi, le discours, l'image,
voilà, la symbolique autour du pays, du drapeau, de la France. Moi, c'est des choses qui comptent beaucoup aussi pour moi. J'aime aussi l'entendre aujourd'hui en tant que consultant, même si ça ne rentre pas dans mon classement. Oui, ça, je suis d'accord. Mais je trouve qu'il a toujours, il y va. Il y va là. Moi, j'ai entendu pendant ces jeux là, c'était en première semaine, il était sur une radio, la RMC pour pas la citer, et il recevait, je crois que c'était les 2 golfeurs de l'équipe de France masculine, et il était en train de les motiver comme jamais parce que on leur posait des questions sur comment vous vous sentez alors que vous allez aller sur le parcours français que vous connaissez. Et tu voyais les golfeurs, ils avaient un discours très français, c'est-à-dire oui, on y va, mais on n'y croit pas trop parce que ceci est douillet, il y allait, tu vois. On dit non, les gars, vous êtes chez vous, c'est vous qui devez dominer, c'est vous qui allez gagner et vous revenez avec la médaille. Alors Victor Pérez a fini pas loin, il a fini 4e pour le coup en plus. Mais moi, j'aime ce discours, il a vraiment un discours de gagnant, il a un discours de leader, le discours du sportif que j'aime. Il l'a montré à l'époque quand il était athlète, il continue maintenant dans les différentes représentations, il a fait un peu de politique aussi, mais qu'importe. Ministre. Oui. Donc voilà, moi, David Douillet, légende du judo. On parlera très certainement judo un petit peu plus tard aussi avec d'autres ou dans quelques minutes, mais encore une fois, je savais que ce ne serait pas nécessairement le nom qui serait mis en avant dans cette discipline c'est bien. par l'un de vous, et même parce que moi, voilà, c'est un athlète que j'ai adoré suivre dans ces périodes dorées, et donc voilà, David Douillet, numéro 2 de mon panthéon du sport français, messieurs. Et si je peux rajouter, il a eu un gros accident de moto quelques mois avant, genre 18 ou 20 mois avant Sydney, et il travaille comme un acharné pour revenir et il va gagner le titre. C'était un truc de fou, et après il prend sa retraite et c'est là où derrière ça repart. Non, mais il suffit d'aller voir son palmarès à partir, il commence fin des années 90, mais vous allez vers 92-93 jusqu'en 2000, tout ça. Premier partout, championnat d'Europe, championnat du monde, toutes les compétitions en fait possibles et inimaginables, c'est lui qui les remporte. Il est vraiment le plus dominant sur son épreuve, sur son sport dans les années 90. Bronze à Barcelone. Oui, et à chaque fois, il prenait deux médailles parce qu'à l'époque, il y avait le toute catégorie. Oui, c'est ça. Il y avait c'était un petit peu différent d'aujourd'hui, mais bon, voilà. Donc ils ont arrêté parce qu'ils savaient que c'était pour un autre. C'est ça. C'est rigolo d'ailleurs, ça me fait penser en vous écoutant parler, ça me fait penser à un autre précurseur des années 90 qui a été dépassé par une autre légende dans les années 2000-2010. Mais bon, bref, on en reparlera plus tard. Voilà. Le mec spam tout. Non, mais Tunnel. Et toi, en fait, t'es un troll ultime. Et en fait, tu serais sur l'équipe, la chaîne L'équipe, tu serais Bertrand Latour. J'ai quand même, je suis désolé, mais j'ai l'impression d'être un petit peu plus compétent que certaines personnes de cette chaîne. Mais bon, bref. Allez, je vous donne mon numéro 2. Ouais, vas-y. Parce que Elliot l'a cité tout à l'heure et parce que je pense que dans mon top 2, je vais parler des 2 GOAT de leur sport. Monsieur Martin Fourcade est le GOAT du biathlon. Il n'y a pour moi pas de débat en fait. C'est-à-dire que c'est un sport, je pense, qui n'était pas suivi par les Français avant que Martin Fourcade arrive. Martin Fourcade en plus a participé à ce sport au moment où d'autres légendes, dont Björn Dahlem et dont les frères Beu étaient présents. Johannes et son frère, j'ai oublié son nom, bref. Mais Tadej. Tu m'as dit ça, non Tadej, un truc comme ça? Non, Tariès. Ouais, Tariès Beu, voilà, exactement. Et en fait, malgré la présence d'autres légendes dans ce sport, en fait, il a tout gagné. Il a tout gagné. C'est simple, si je dis pas de bêtises, c'est 4 titres olympiques, c'est 28 médailles au championnat du monde, 13 en or, c'est 11 titres dans des épreuves individuelles. C'est 7 globes de cristal en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. C'est-à-dire que c'est une domination dans les années 2010 qu'on a très peu vu dans d'autres sports en fait. C'est-à-dire que le mec a tout simplement dominé son sport et bousillé son sport pendant plus d'une décennie. Et puis même, il y a aussi cet aspect avec Martin Fourcade, moi, que j'adore, c'est qu'aujourd'hui, il prend un petit peu le relais comme Tony Estanguet l'est. Il est aussi l'athlète qui portera, je crois, la candidature française des JO 2030. C'est en discussion, mais c'est pas sûr. Voilà. Il a dit qu'il attendait de voir la fin des Jeux Olympiques et qu'il allait prendre le temps de réfléchir. Voilà, globalement, mais ça ne me choquerait pas que ce soit lui, parce qu'en fait, il est quand même une icône du sport de glisse français. Et puis même, il y a aussi toutes ces
ce côté hyper naturel et hyper accessible médiatiquement quand il ressort la scène de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Il y a tous ces petits trucs-là où en fait Martin Fourcade, il était bon délire en étant le meilleur sportif dans son domaine, ce qui me fait penser aussi à mon numéro 1. Mais je sais pas, et puis tu sais, il y a aussi ce rapport où comme on l'a tous dit, en fait, on l'a vécu. On a vécu Martin Fourcade en direct. Et je sais pas, pour moi, avant Martin Fourcade, je m'étais jamais posé 2 heures en regardant du biathlon. Et en fait, j'ai crié devant ma télé, devant Martin Fourcade. Les relais mix aussi, c'était pareil. Et en fait, je considère que me lever et me faire crier devant un sport qui, à aucun moment, ça me serait venu à l'idée de me poser 2 heures devant du biathlon, je considère ça comme grotesque, en fait. Ok, moi je voulais juste te poser la question. Alors, tu as un petit peu répondu sur la fin de ton propos, mais parce que tu commences en disant là, mon numéro 2, mon numéro 1, c'est les GOAT de leur sport. Ça, c'est ton avis, il n'y a pas de problème. Sûr. Mais du coup, moi, la question que je me pose, je l'ai un peu posée tout à l'heure à Elliot en début de truc, c'est quand tu parlais de Marie-Jo Pérec, Elliot, vous vous basez beaucoup plus sur le palmarès que sur les émotions que vous ressentez. Pour le classement, par exemple, là tu dis Martin Fourcade numéro 2, machin, c'est le GOAT de son sport. Très bien, ok, on peut en discuter, voilà. Mais sur le côté, moi mon classement, tout à l'heure, tu vois, Douillet, Christine Aron, même Laure Manodou, c'est pas les plus gros palmarès du sport. Mais en fait, je les ai cités parce que pour moi, c'est des émotions, c'est des souvenirs, c'est des images qui me reviennent, tu vois. Mais vous, est-ce que ce qui prend le plus de place, c'est leur place dans leur sport et le palmarès, ou les émotions que ça vous a offert pendant leurs années de carrière, en fait? Et pour répondre à ta question, j'ai envie de te dire que mon top 2, c'est un condensé de ces 2 éléments. C'est-à-dire que ça fait partie de mes plus belles émotions, et en même temps, c'est les 2 sportifs qui ont le plus gagné dans leur sport. Et en dessous de ça, donc on recitera notre top 5 avant, il y a le côté historique parce que c'est des légendes de leur sport qui ont dominé, et il y a le côté aussi où il y a aussi certains qui m'ont procuré plus d'émotions que d'autres. Mais j'avais vraiment envie de consolider entre guillemets mon top 5 avec 2 sportifs qui ont dominé leur sport et qui m'ont donné des émotions. Donc les 2 numéros 1, c'est vraiment le condensé de ces 2 éléments-là. Ok. Qui c'est à qui te parlait maintenant, le top 2? Elliot. Donc tu l'as, je sais plus, Gaïa, tu l'as dit, Tom, tu l'as dit, c'est Nikola Karabatic qui est mon top 2 parce que donc avant de faire du basket, je faisais du hand quand j'étais petit. Et c'est pour ça que tu fais que des marchés alors? Oh là là, il n'a même pas vu jouer au basket, il dit qu'il fait des marchés. Bref, donc le palmarès c'est énorme. On l'a dit tout à l'heure, 16 fois champion de France et un palmarès en équipe de France justement assez incroyable. 3 titres de champion olympique, 4 titres de champion du monde, 4 titres de champion d'Europe. Et moi, si juste je devais aussi passer encore une fois une dédicace parce que c'est un sport collectif, donc c'est forcément la tête d'affiche, Nikola Karabatic, mais c'est Lucas Ballot, gaucher comme moi. Voilà, bref, je passe les détails, mais c'est franchement, j'ai toujours trouvé ce mec grave cool. Tu le disais, accessible, etc. Tom, là c'est pareil. Et au Paris Saint-Germain, même quand j'étais petit, je supportais, je suis allé voir les matchs, j'ai eu des autographes de lui, etc. Et le championnat du monde 2017, j'ai rarement vraiment pleuré de joie devant un événement sportif, et ça en fait partie. Et donc voilà, c'est logiquement que je mets Nikola Karabatic et l'équipe de France de handball. Une petite précision, Elliot, parce que tu dis Lucas Ballot est gaucher comme toi. Mais est-ce que ce serait pas plutôt toi qui serais gaucher comme Lucas Ballot? Oui, bien sûr. Non, mais voilà, non, mais voilà, faut remettre dans le contexte. Voilà, Attends, après, on ne sait pas qui a la meilleure carrière. Oui, non, mais sans te faire offense. Je suis pas sûr, parce que pour moi, tu vois, Jordan est droitier comme Yannick. Donc ça, tu vois, c'est des choses où Jordan, je pense d'ailleurs, c'est beaucoup inspiré d'Yannick. Malheureusement, non. Non, mais voilà. Non, mais arrête. Et t'es un troll. Et je te jure. Attends, il faudrait compter en nombre de fois qu'il l'a dit ça. Oui. Une fois par 10 minutes, je pense. En fait, il sait tellement qu'il a tort, qu'il veut troller, qu'il le remet plusieurs fois. Bref. Chaque prise de parole. Exactement. Ok, moi je vais vous donner mon top 2. Et, c'était Diriner. Je le mets en numéro 2. Pourquoi on parlait d'émotion. En fait, le gars, c'est presque un train qui arrive à l'heure. Et puis, il triche pas.
en interview, il est sincère, tout ça. Il s'est fait voler un titre de champion du monde pour toute catégorie. Et le gars, il va voir, il dit putain, les Japonais, ils m'ont eu. Enfin, c'est vraiment, tu vois, le gars, il n'a pas hésité à balancer en truc. Ça fait mauvais joueur, mais derrière, il a mis tout le monde à l'amende. Et et je crois qu'il a eu 3 défaites dans toute sa carrière. Donc c'est, enfin voilà, il a tout gagné. Tu rajoutes à ça que il a eu 5 médailles, 5 médailles dans 5 Olympiades, dont 3 titres, des titres, 2 titres olympiques en équipe. Et puis le gars, il est au-delà du sport, puisque va voir un judoka qui fait de la pub partout à la télé, ou même en affiche, tu sais que lui, il sera là et qu'il vendra. Et c'est un super ambassadeur pour le sport en France. Voilà, toujours le smile, tout ça, donc c'est plutôt cool. Allez, on enchaîne sur votre numéro 1 du sport français. Allez, on va commencer par Elliot. Maintenant, je pense qu'on commence par Chris. Et après, Tom. Oui, parce que vous avez l'air d'avoir quand même le même ordre à peu près. Je pense surtout que Yaya et Chris, vous avez le même numéro 1 et avec Elliot, on a le même numéro 1. Ah ouais, bah putain. Donc... Vas-y. Alors, on va commencer on va passer par les gamins. Allez, vas-y, on commence la jeunesse. Bah écoutez, en plus, ça prolonge ton propos. Voilà. Le plus grand sportif français de l'histoire, malheureusement, n'est pas Marie-Josée Pérec, mais c'est bien devenu Teddy Riner. Et je suis désolé. Il n'a même pas encore fini sa carrière. N'en déplaise aux plus anciens, ils ont allumé historiquement la vasque ensemble en plus pour ces JO. C'est magnifique, l'image, tout est parfait, la transmission. Mais les gars, Teddy Riner, est-ce que vous pouvez me citer aujourd'hui, de façon unanime, vraiment, hein, dans tout sport confondu, quelqu'un qui a autant dominé son sport pendant 20 ans? Ça, c'est la question que je te retourne. Moi, j'en ai pas parce que et je suis très content. Et Chris, je suis très content que tu aies parlé de David Douillet parce que David Douillet est un précurseur et je pense que sans David Douillet, on n'a pas Teddy Riner en France. Mais par contre, ce qu'a accompli Teddy Riner depuis, c'est quoi, 2008, son premier titre mondial, ou 2009? Non, c'est 2005. 2005, son premier titre mondial, mais c'est affligeant de domination. Et quand on le voit encore, Pépère, sur les JO 2024, parce que ça, en plus, on a l'avantage d'en parler, on l'a vu il y a à peine une semaine. Ouais. Et en plus, on en parlait en off. Quelles sont les plus belles images de ces JO? Moi, dans mon top 3, j'ai cette médaille par équipe où, comme c'est du papier, tu as l'impression qu'il y a un script dans sa carrière à ce mec-là. Et que, encore une fois, les JO 2024, c'était scripté que pour gagner le titre par équipe, il fallait que le dernier combattant soit Teddy Riner pour aller chercher une nouvelle médaille d'or. Mais tu as l'impression que ce mec, tout est scripté. Et pour moi, c'est aussi comme Fourcade. C'est un athlète qui domine, qui bousille tout le monde et qui a un respect pour les autres athlètes. Quand on voit le message qu'il a fait au Japonais, le Japonais qui avait peur de retourner chez lui, le mec lui a fait un message magnifique. Mais en fait, Teddy Riner, c'est ça depuis le début de sa carrière. C'est un humain qui ferait peur à n'importe qui dans la rue et en même temps, tu as l'impression que c'est le mec le plus gentil du monde. Et je sais pas, en fait, un condensé de tout ça, de athlète surdominant, être humain hyper accessible, hyper jovial, toujours avec le sourire, même dans la défaite. Moi, j'ai le souvenir des intérieurs sports qui avaient été faits par Canal sur Teddy Riner, où le mec, tu le vois aux Antilles l'été, quand il n'est pas en mode compétition et qu'il bouffe comme un gros sac, il pèse 170 kilos. Mais tu as l'impression que le mec, c'est le mec le plus heureux sur Terre. Et en fait, tu as envie d'être ami avec Teddy Riner. C'est ça le truc. Et pourtant, c'est tellement un monument de son sport, un monument du sport français, du sport mondial, qui est allé gagner dans un sport qui ne lui appartient pas. Le judo, c'est pas un sport français, c'est un sport asiatique et surtout japonais, et il a dominé le Japon. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, tu entends les athlètes japonais, ça fait 20 ans qu'ils cherchent une manière de battre Teddy Riner. Les mecs ont même dit, on a trouvé la méthode, on n'a pas trouvé la personne pour l'appliquer. Et c'est juste ouf de se dire que on a un sportif français qui a cette aura-là. Et je vais être tout à fait d'accord pour la numéro 1 que vous allez citer après, les gars, parce que historiquement, encore une fois, ça revient au truc de nous, on ne l'a pas vécu. Ouais. Mais Teddy Riner, on a eu la chance de le vivre et vous aussi. Et mon Dieu, Teddy Riner, merci. En fait, juste merci pour tout ce que tu as accompli, quoi.
Bon, honnêtement, ouais, t'as tout dit, mais si je reviens sur The Bear de Gershon Yabusele, le premier The Bear, c'est quand même Teddy Riner, et puis Teddy, son prénom aussi, qui est en lien avec ça. Donc, 5 titres aux Jeux Olympiques, 11 au Championnat du Monde, 8 titres du tournoi de Paris, des médailles, tout ce que tu veux. Honnêtement, tu l'as dit, c'est vraiment, on le voit on l'a vu son regard quand la roulette du tirage au sort sur le plus 90 kilos est apparue. Le mec, il a vraiment cette hargne et l'instinct de victoire, quoi. Le mec n'a quasiment jamais perdu dans sa carrière et juste, voilà, il est trop fort. Et franchement, rien d'autre à dire. Non, mais c'est bien en tout cas qu'on ait, y ait 2 noms du judo, tu vois, dans les sports, parce que Ouais, c'est vrai que quand on fera le point on a tout à pas du tout l'heure, parlé d'escrime, ouais, non, mais mais oui, voilà, mais il y a quand même pas mal de sports qui sont cités, tu vois, dans notre panthéon. On s'est pas juste concentré sur le foot, le tennis ou ce que vous voulez sur les sports majeurs, tu vois. ouais. On parle de sports d'hiver, on parle de natation, on parle de vélo. Donc, non, c'est cool. Et bon, bah, Teddy Riner, oui, au bout d'un moment, il met fin au débat. Moi, perso, il est pas promis, il est même pas dans mon top 5 parce que je me voyais pas déjà mettre 2 judokas parce qu'il y Oui. a tellement d'autres sports. Et parce que voilà, c'est vrai qu'il m'a apporté des émotions dingues, mais moi, il y a le côté précurseur avec Douillet qui prend le dessus. Mais ce que tu as dit, Tom, et ce que tu as complété, Elliot, je suis totalement d'accord avec vous, les gars. Donc, ça s'entend amplement. Ok. Toi, Chris, ton number one? Alors, du coup, bah, pourquoi parler de Marie-Josée Pérec, vu que Elliot et Tom pensent que c'est ma numéro 1, alors que non, pas du tout. Moi, mon numéro 1, c'est Zinedine Zidane. Ah oui! Ouais. Donc, non, moi, c'est Zizou. De toute façon, tout à l'heure, je disais, il y avait 2 noms qui étaient sortis quand j'ai commencé à faire le classement. Là, il y avait donc Christine Aron, je l'ai dit, et Zidane. Bah, t'en as un petit peu parlé, c'était Tom tout à l'heure, je crois, dans t'étais quoi? T'étais quatrième? Ouais, quatrième. Mais voilà, moi, Zidane, en fait, c'est le palmarès en équipe de France, en équipe nationale, et même le palmarès en club, l'époque au Real, alors déjà la Juve, mais après l'époque des Galactiques. C'est une époque, je suis pas très foot de base, mais c'est vrai que cette époque-là, je l'ai quand même beaucoup suivi avec des joueurs. Voilà, il y avait, c'était une équipe de dingue. Raúl, Figo, Fernando Morientes, Roberto Carlos, Zidane évidemment, des buts incroyables, des actions de dingue. C'est le numéro 10 par excellence. C'est le meneur de jeu par excellence dans le sport le plus populaire au monde. Après, voilà, on n'aime pas, mais qu'importe. En équipe de France, c'est 108 sélections. C'est 2 buts en finale de la Coupe du Monde 98. Je ne reviendrai pas sur ce que tu as dit, Tom. Tu l'as dit suffisamment. Meilleur joueur lors de l'Euro 2000 avec cette doublée Coupe du Monde Euro. Aucune autre nation européenne, du coup, n'avait fait ce doublé-là avant l'équipe de France. La Coupe du Monde 2006 avec ce côté totalement lunaire. Finale de la Coupe du Monde, il commence par marquer une Panenka en finale de la Coupe du Monde. Panenka, sur Gianluigi Buffon. Voilà. Panenka qui tape la transversale quand même et qui passe juste la ligne. Toi, il n'y avait pas la VAR, il n'y avait pas toutes ces conneries-là à l'époque, et pourtant voilà. Et après l'expulsion sur Materazzi. Mais tu vois, j'en parlais il y a quelques jours avec madame, c'est rigolo, on parlait de ça. Et en fait, ce mec-là, c'est peut-être le seul sportif dans l'histoire du pays. Il met un coup de boule. Il fait une agression en finale de la plus grande compétition pour un sport, tu vois, pour notre pays, tu vois, et il revient en héros, le gars, tu vois. Ouais. Alors après, on s'en fiche des raisons, non, mais il revient en héros, tu vois, c'est totalement dingue. Ça a été balayé, effacé. On n'attend qu'une chose depuis maintenant plusieurs années, et on va pas faire le débat aujourd'hui, c'est qu'il prenne la tête de l'équipe de France, tu vois. Oui, parce que d'ailleurs, parlons-en de sa carrière d'entraîneur. Oui, non, mais tout, en fait, toi, Zidane, il touche quelque chose, ça réussit, c'est incroyable, son palmarès de coach aussi au Real Madrid. Moi, il y a des images qui me reviennent. Quart de finale contre le Brésil à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, où il fait une chanson aux Brésiliens. Pelé dira à la fin du match, Pelé, hein, Zidane a été le magicien du match.
C'est pas le mec qui tient les serviettes qui a dit ça. C'est Pelé, brésilien. Pas Jason Tatum. Voilà, voilà, c'est ça. Concernant Zidane, l'Euro 2004 aussi, c'est le premier match de poule contre les Anglais. Toujours cette rivalité contre les Anglais. Les Anglais qui mènent 1-0 sur un penalty. C'était l'époque où il y avait Beckham et Zidane qui va t'enchaîner un coup franc plus un penalty pour remporter le match 2-1. C'était qu'un match de groupe de poule, c'est pas très grave. Mais moi, je me souviens le coup franc de Zidane, l'enchaînement derrière le penalty. Voilà, moi, ce mec-là, en fait, émotion, je fais que le dire et le répéter depuis le début de cette émission et tous les top 5 qu'on fait. Moi, c'est vraiment l'émotion qui prime. Et Zidane, voilà, moi, le sport français, c'est Zinedine Zidane parce qu'il incarne toutes les valeurs du sport. Il incarne aussi toutes les valeurs ou beaucoup de valeurs de la société, l'inclusion. Et quand je l'ai vu là, tenir la flamme olympique là, sur la fin du parcours, il le transmet à Nadal, je crois, c'est ça. Mais c'est Zidane, j'en avais les poils en fait. Et je disais, il y avait un mec sur Twitter, il a dit un truc, mais je le rejoins complètement. Il dit, va falloir faire un jour des études psychologiques, neurologiques concernant le fait qu'à chaque fois qu'on voit Zidane à la télé, on a les poils. Alors vous voyez pas parce que vous êtes en podcast, mais j'ai les poils. Je parle de Zidane, j'ai les poils là. C'est un truc de fou. Donc pour moi, c'est Zizou. Après, chacun a son numéro 1, mais et pourtant, je vous dis, le foot, c'est pas le sport que je préfère, loin de là, mais c'est une icône absolue, une légende du sport et une légende du sport français. Et je pense que avant de passer Zidane, déjà sur le foot, va falloir commencer. Et c'est pas le nouveau joueur du Real Madrid qui va pouvoir aller le titiller, ne serait-ce qu'à la cheville, tu vois. Donc voilà, Zidane numéro 1. Et donc je suis très content que Tom t'en ait parlé tout à l'heure. Parce que je savais que j'allais en faire un petit pavé à la fin de l'émission, mais voilà. Donc le double Z et voilà le maillot de l'équipe de France avec le 10 et avec Zidane, c'est la légende. J'ai envie qu'on arrête le podcast là-dessus, s'il vous plaît. On ne veut pas le numéro 1 d'Yannick, de toute façon. On sait qu'il va nous mettre Jordan. Je veux qu'on s'arrête sur Zizou, s'il vous plaît. Francis Jordan, t'as pas connu. Non, moi, mon numéro 1, c'est Jacques Monclar. Non, c'est Marie-Jo. Marie-Jo, elle a décomplexé vraiment l'athlétisme français. C'est d'abord un championnat du monde à Tokyo en 1991. Et je me souviens avoir vu la course. Et pour moi, ça a été un choc. Les JO de Barcelone où elle gagne. Où c'était attendu et c'est un train qui arrive à l'heure encore une fois et à l'époque c'était rare, les Français quand on était favoris on s'écroulait, on sortait vous parliez de foot, on sortait de 91 l'OM qui perd alors qu'ils étaient ultra favoris contre l'Étoile Rouge et finalement derrière c'était un petit peu une nouvelle France qui gagnait quoi, donc c'était ça. Et après Atlanta, c'est encore autre chose. Marie-Jo qui gagne le 400 mètres, elle gagne, et contre toute attente, elle s'inscrit sur le 200 mètres à la dernière seconde, et ça a été une des premières athlètes à aller de l'autre côté aux États-Unis dans le groupe de John Smith, le fameux HSI qui est groupe d'entraînement très controversé à Los Angeles, mais derrière elle fait ça et elle va gagner devant Merlène Othé qui était une des plus grandes sprinteuses mais qui a jamais eu de titre olympique en individuel. Et donc et c'est pareil, vous avez parlé de Patrick Montel qui criait vas-y Marie-Jo, c'était quelque chose d'énorme, et c'était une soukous dans les années 90. Alors certes, Elliot n'était pas né, mais c'était vraiment quelque chose de terrible. Et c'était une certaine idée de l'athlétisme français. Et je pense que, et puis en plus, ultra charismatique, un sacré tempérament, et voilà. Donc c'était voilà, c'est pour ça que on parlait d'émotions. Moi, ça me fait toujours. T'as très bien parlé de Zidane. J'ai les mêmes émotions, mais j'ai exactement les mêmes, voire un peu plus décuplées pour Marie-Jo Pérec. Et quand j'ai vu qu'elle allait allumer la vasque, si ça n'avait pas été elle, je balançais des trucs sur ma télé.
Et Marie-Jo Pérec, qui a aussi ce côté, parce que là, on parle que des exploits des sportifs dans notre top 5 et dans notre wildcard, mais il y a aussi toutes les désillusions et toute la difficulté d'être un sportif de haut niveau. Et Marie-Jo Pérec, elle l'a montré, c'était à Sydney. En l'an 2000, là, c'est ça, hein, Yannick, tu confirmes quand Oui. il y a ce craquage absolu. Alors, voilà, mais il y a un côté aussi, la pression que toi, quand tu es athlète, quand tu es sportif de haut niveau, et c'est vrai que ça avait fait la une des journaux à l'époque, c'était vrai, et il n'y avait pas tous les réseaux sociaux et tout ça à l'époque, mais moi aussi, Marie-Jo Pérec, il y a ça. Il y a ce côté-là aussi, même si moi les courses, je ne l'ai pas mis dans mon top 5 Pérec parce que j'ai moins de souvenirs, voire pas de souvenirs de ces courses. Mais il y a aussi ce côté, cette pression permanente et parfois ces désillusions quand tu es athlète et même malgré le fort tempérament, parfois tu peux craquer en fait. Donc, Et c'est une des premières à avoir mis l'accent sur la santé mentale des athlètes. Exactement, ouais. Ouais, Tom ? Ouais, ce dont vous êtes en train de parler, pour moi, c'est hyper important dans ce débat-là. Le côté échec. C'est-à-dire que pour moi, pour devenir le plus grand de l'histoire, tu dois perdre. Et mais c'est pour ça que tu mets Libron en premier. Mais tu sais quoi, franchement, ouais, parce que pour moi, la capacité d'un sportif de se relever après un échec, je trouve ça extraordinaire. Et même en fait, une carrière trop lisse, alors c'est splendide, c'est magnifique, mais j'ai l'impression qu'on se souvient aussi, et c'est notre côté humain, on se souvient des échecs. Zizou, on se souvient autant de 98 que de 2006. Marie-Jo, je suis très content que vous parliez de ses victoires et je suis très content de vous parler de ses défaites. On va parvenir sur LeBron, on reparlera de basket dans les prochains podcasts, mais pour moi, pareil, Riner, on se souvient aussi de quand il se fait voler ou de cette victoire, de cette défaite hyper controversée, limite tout autant que ses victoires. Et pour moi, quand on parle d'athlètes hors du temps et légendaires, c'est des athlètes qui ont connu la défaite, mais on se souvient limite autant de leur défaite que leur victoire, mais on a ce côté où, ouais, mais tu vois, il est humain parce qu'il a quand même réussi à perdre. Et en même temps, c'est une légende parce qu'après cette défaite, ou malgré cette défaite, mais le mec est tellement extraordinaire qu'il a balayé cette défaite. Et tu sais quoi, juste pour rebondir et pour ouvrir, après, si vous voulez qu'on peut en débattre, on en débattra plus tard. Juste pour revenir sur cette finale olympique contre Team USA il y a 2 jours. Moi, quand j'ai entendu Victor Wembanyama, juste après la défaite, dire « les gars, vous venez limite de créer un monstre et on en repart dans les prochaines compétitions. » Mais vous savez même pas comment j'ai célébré sa phrase et je me suis dit « mais qu'est-ce que j'ai hâte d'être dans les prochaines années ou les prochaines compétitions françaises ?» Parce que là, le gamin, il vient de goûter à la défaite. Sa mentalité, c'était sûr. Il vient de goûter à la défaite et ça va devenir une légende du sport. Et je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion du... Je kiffe voir un athlète au plus bas et de le voir rebondir et devenir une légende après un échec. Je trouve ça extraordinaire. On ne connaissait pas cette part masochiste de Tom, mais on en apprend tous les jours. C'est l'été, tu vois. On est plus chill, on discute. Il y a cette phrase hyper connue dans le sport de « je ne perds jamais, j'apprends ». Alors, sauf que ça, c'est Nelson Mandela. Mais non, mais d'accord, mais elle est quand même utilisée 90% par des sportifs. Oui. Enfin, voilà. Donc, bien sûr, c'est Nelson Mandela qui l'a utilisée en premier. Mais pas Nelson Montfort, c'est autre chose. Oui, sûrement pas. Elle est beaucoup utilisée par les sportifs. Et pour moi, elle a une vraie. Alors, elle paraît bateau, mais elle est hyper importante. Je pense que, et même dans la vie au quotidien, on n'apprend jamais autant que dans la défaite. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs et essayer de vaincre ce côté échec pour gagner. Et c'est peut-être un peu masochiste, mais moi, c'est ça qui me fait rêver, même dans le sport, le côté où je dois me dépasser pour essayer de battre un chrono ou battre un machin. Et quand je vois, par exemple, Teddy qui perd et qui gagne 4 ans après, mais il y a ce côté-là aussi où ces gens-là sont humains et tu peux t'identifier à eux aussi quand ils perdent, tu vois. Okay. Ouais, c'est beau. Très belle tirade. Philosophique. Ouais. J'ai plombé l'ambiance. Le gars, il a tout cassé. Yannick, il est parti en sieste. Oui, là, c'était du grand, là. C'était du grand. Non, mais la résilience. En fait, tu parles de la résilience du sportif. Exactement. Donc, ok. Bon, les gars, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce top ? À part que la France a un superbe vivier d'athlètes.
Vive la France. Parce qu'il y a beaucoup aussi de sportifs qu'on n'a pas cités et qui mériteraient aussi d'être cités. Là, on a fait un panthéon et c'est très subjectif. On a fait un top 5, mais c'est ce qu'on se disait en off. On pourrait en citer une trentaine des athlètes français qui nous font rêver, quoi. T'imagines, on n'a même pas cité Sébastien Loeb. Ouais. On n'a même pas cité Sébastien Loeb. J'ai pensé en faisant. On n'a même pas cité Alain Prost. Enfin, il y a plein de sports. Clarissa Agbenino, on pourrait même citer Fabien Quartararo. Enfin, il y a plein de sportifs qu'on pourrait citer, mais non, mais en fait, il y a un truc qu'il faut vraiment dire, c'est que on a de la chance, c'est d'avoir maintenant un maillage fédéral qui permet de, quand tu es bon dans un sport, à être mis en avant et travailler là-dessus. Donc c'est voilà, il fallait quand même le citer. Messieurs, merci de votre présence. On va se retrouver donc lundi prochain tous pour un live cette fois. Alors je sais pas on sait pas encore quel sera le thème. On va en discuter entre nous. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur le Discord communautaire, savoir quels sont vos top 5 de vos sportifs français préférés. On sera prêt à vous écouter. Vous aurez le droit de vous moquer de Tom et d'Eliott. Surtout. Non. Si. On n'a pas le droit. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée si vous nous écoutez en journée, une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée. Allez, à très vite sur les antennes de TF1. Allez, ciao!